C'est incroyable à quel point le nom pèse sur vous. Donc c'est comme une sorte de maison dans laquelle vous habitez. Donc d'abord, il s'appelle La Fontaine, premièrement. Il s'appelle La Fontaine et en plus, il habite au bord de cette rivière merveilleuse, qui s'appelle la Marne, avec tous ses méandres, ses ondulations, et puis cet étagement. Donc évidemment, ça joue beaucoup à lui, cette sorte de nonchalance. La Marne n'est pas le Rhône. Et il a toujours voulu se présenter comme un paresseux, comme quelqu'un qui faisait rien. Et il y a une phrase magnifique qui répond à son père, qui l'engueule en lui disant « Mais tu vas pas te bouger un peu ?» Ce qu'on a tous dit à nos enfants, mais parents m'ont dit l'inverse, hein, parce qu'ils disaient « Arrête de travailler ». Et donc, mais en général, c'est quand même comme ça que ça marche. Et il a cette réponse admirable quand son père lui dit « Tu ne fais rien ?» Il dit « Pas du tout, je consomme les heures ». C'est un personnage complètement double. Et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles il nous touche tellement, car il ne se présente jamais en donneur de leçons. J'ai essayé de résumer qui était La Fontaine. C'est quelqu'un qui n'est pas dupe et pas juge. Il connaît la nature humaine, donc il ne va pas faire croire que tout le monde est gentil, tout le monde est bon, etc., etc. Il sait que nous sommes jaloux, que nous sommes avares, que nous sommes couards, que nous sommes paresseux, etc. Comme nous tous. Comme nous tous. Donc il n'est pas dupe, mais pas juge. Il dit, ben, vous n'êtes pas meilleur que moi. Et il y a un autre écrivain que vous n'avez peut-être pas lu, sans doute pas lu, et que vous pourriez lire un peu plus tard, ou en tout cas par bribes, qui est Montaigne. C'est exactement la même chose. Donc on se sent en état de fraternité avec lui. C'est-à-dire qu'il sait exactement qui on est, et il ne dit pas, attends, fais gaffe, essaye de t'améliorer, pas du tout, parce qu'il est comme nous. La Fontaine, il nous donne à penser qu'il y a une sorte de notion qui m'intéresse beaucoup, parce que je pense qu'elle est assez rare, c'est la notion de mari cohérent. Le mari cohérent, c'est celui qui accepte que sa femme fasse comme le mari. C'est-à-dire, comme lui avait plein de copines, de maîtresses, il n'était pas du tout mécontent que sa femme ait un amant qui était son cousin. Et donc, la femme a un amant, lui a des maîtresses, et tout ça allait très très bien. Et puis, m'a-t-on dit, à Château-Thierry, on n'était pas du tout content. Parce que c'était une conduite tout à fait immorale, en tout cas moins hypocrite que d'autres. Donc, ils obligent La Fontaine à provoquer en duel son copain, qui est l'amant de sa femme. Donc, évidemment, en tant que romancier, je m'amuse énormément à raconter ce non-duel qui dure 2 minutes, parce que, évidemment, La Fontaine déteste se battre, et il ne va pas faire mal à son copain. Donc, le duel dure 2 minutes, et puis, bras dessous, ils reviennent boire un coup chez Marie, et puis l'amant retourne avec la femme, et le mari s'en va à Paris retrouver ses copines. Donc, et à Château-Thierry, tout le monde se tait en disant « l'honneur est sauvé ». Oui, et comme cette phrase célèbre, hein, où Jean de La Fontaine disait de l'amant de sa femme, il s'en lassera comme je l'ai fait moi-même. Quel est votre projet, vous? Vous allez être fidèle ou non? Vous allez être fidèle? C'est marrant, c'est marrant. J'ai tout de suite vu en vous qu'il y avait des grandes capacités de mensonge. Je vais prendre votre nom et puis on va voir. Et si vous êtes dénoncé... Éric, c'est clair. Tu dois leur donner un début de nouvelle à ces jeunes gens. Ah oui, alors, on va décider ensemble le thème. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a envie de raconter. Ensuite, j'ai tout trouvé. Ah ben, ça c'est clair. Ça c'est clair. Alors, à partir, quand on aura décidé, je vais vous proposer un début, et puis vous allez continuer. C'est une expérience que j'ai vécue qui était formidable, pour un journal qui s'appelle Je Bouquine. Hein? Et c'était un journal formidable, et c'était une idée qu'on m'avait proposée, c'était le suivant. Je commençais une histoire, il continuait. Et il y a eu 28 000 continuations. On peut imaginer, comme ça a l'air de vous intéresser la vie amoureuse de La Fontaine,
il y avait une duchesse qui arrive ici, à 16 ans, la duchesse de Bouillon, très belle d'après ce qu'on dit. Bon, enfin, elle a été duchesse, donc ça améliore la vision qu'on peut en avoir. Alors lui qui était absolument fasciné par le nez, hein, c'était nez troussé. Alors lui c'est l'inverse, oui, l'inverse de sa femme. C'est-à-dire qu'il y avait un nez un peu genre héron, cigogne héron, et elle, pas du tout, c'était tout mignon comme ça. Donc il était vachement excité. Mais c'était la duchesse. Donc il se voit sans arrêt parce qu'elle s'ennuie énormément, parce que son mari le duc l'a mise là, parce que lui il allait courir un peu partout. Il allait, soi-disant, mener des campagnes guerrières, mais en fait, pour aller partout un peu. Et donc, elle s'ennuyait, la duchesse. Et on lui avait dit, de l'autre côté de la rue, parce que c'est juste de l'autre côté de la rue, il y a un poète, là, vous allez voir, qui est assez sympa et qui connaît des gens à Paris. Donc, ils deviennent copains. Point. Donc, on peut imaginer qu'un jour, La Fontaine se dit, et si j'allais au-delà ? Est-ce qu'on peut l'imaginer? D'ailleurs, c'est pas probable, enfin, c'est possible qu'il y ait eu quelque chose. Donc on peut imaginer, si ça vous intéresse d'écrire ça, une lettre de La Fontaine à la duchesse en disant, bon, alors ça je résume, on a assez traîné, quand et où? Mais il faut séduire un peu. Moi, j'ai proposé ça. Je commence l'histoire, je commence les 2-3 premières lignes de la lettre d'amour, et il faut une lettre d'amour qui soit efficace. D'ailleurs, ça vous apprendra à faire des lettres d'amour. Vous comprenez? Ça peut servir. Parce que très franchement, avec la gueule que j'ai, si je n'avais pas la possibilité de manier les mots, je n'aurais jamais de ma vie emballé. Et ça marche pas trop mal. Et alors donc justement, nos chers élèves qui ont parfois des difficultés à écrire, tu pourrais parler un peu de ton métier d'écrivain? Alors qu'est-ce que c'est que... Pourquoi je suis écrivain? Je suis écrivain parce que très vite je me suis rendu compte que j'aimais bien la vie et que l'idée qu'elle s'arrête un jour et que je meurs m'est assez désagréable. Mais ce qui m'était encore plus désagréable, c'est l'idée d'avoir une seule vie. Et quand vous êtes écrivain, vous pouvez avoir toutes sortes de vies. Par exemple, grâce à l'écriture, j'ai été Christophe Colomb, j'ai été président de la République, j'ai été une femme malienne, j'ai été Pasteur, Louis Pasteur, à Fontaine, j'ai été toutes sortes de gens. De temps en temps des gens, des femmes, tout ça, j'ai écrit sur la grammaire, donc j'ai été une petite fille, j'ai été Henri Salvador, j'ai écrit, etc. etc. Donc moi je ne m'intéresse pas du tout, quelque chose qui m'intéresse, c'est les projets que je peux avoir. Et donc, vivre la vie des autres. Et c'est vrai que je suis gourmand vous savez, on dit, arrête de raconter ta vie. Alors, je leur dis, si, continue. Parce que ça me passionne quand on raconte la vie. Et puis, qu'est-ce que c'est qu'être écrivain? C'est au fond, donner la parole à des gens qui ne l'ont pas. Voilà. Donc, c'est-à-dire, essayer de voir. Et donc, c'est pour ça que je me suis changé, mais avec bonheur, en une très jeune fille, Jeanne, qui, quand je commence mes histoires sur la grammaire, a 9 ans. Et donc je me disais, tiens, qu'est-ce que c'est qu'être dans une classe quand on a 9 ans? Alors que j'en avais déjà 55. Donc c'est très, très, très amusant d'être à la place des autres. Donc voilà. Donc, et écrivain. Alors écrivain, c'est pas du tout mon activité principale. Hein. Moi, j'écris le matin, entre 6 et 9 tous les matins, ou ce matin entre 5 et 8. Et donc, et puis après, je fais autre chose. Parce que écrivain, j'adore raconter l'histoire, mais il faut un peu raconter, vous voyez, il faut un peu connaître un peu ce qui se passe. Donc, moi, je suis plutôt reporter, si vous voulez. Et puis après, écrivain. Voilà. Et maintenant, je travaille avec l'Institut Pasteur, vous savez, qui essaye de voir quels sont les mécanismes de la vie pour mieux nous soigner. Et donc, je suis leur grand reporter. Donc, je vais de laboratoire en laboratoire pour essayer d'expliquer ce qu'il faut. Par exemple, un grand laboratoire qui est très en pointe, qui découvre les gènes c'est-à-dire les éléments qui sont constitutifs, qui engendrent l'autisme. Et donc, je suis en train de préparer un reportage en 5 pages pour expliquer le plus clairement possible le point des recherches sur l'autisme. Voilà. Pardon ? 2 voyages sur l'eau. Le premier, c'était un voyage que je ne peux plus faire pour des raisons de sécurité. C'est-à-dire, je suis parti sur le fleuve Niger juste après la ville de Bamako.
et j'ai été jusqu'à Gao. C'est-à-dire une semaine sur un gros paquebot flottant, un village flottant, c'était magnifique. Magnifique, magnifique, parce qu'on traversait vraiment le cœur de l'Afrique. Le Mali est mon deuxième pays. Ça, c'est la première chose. Et le deuxième voyage, c'est quand j'ai été avec Isabelle Autissier en partant d'Ushuaïa, plein sud, pendant 8 semaines, sur un petit bateau de 15 mètres, et on a été en Antarctique, un bateau à voile. C'était assez chaud et froid, parce qu'il faisait froid dans le bateau, et puis de temps en temps, ça soufflait. Mais c'était formidable d'être au milieu des baleines, des manchots, des endroits extraordinairement fragiles. Et le jeune homme avait une question. Le succès, c'est le Goncourt, c'était pas mal, mais c'était le livre auquel personne ne croyait. C'est-à-dire un livre, et on m'avait dit, tu peux raconter cette histoire, t'en vendras rien du tout, et surtout, tu mets pas grammaire dans le titre. Et voilà, et on a fait la petite série des grammaires, et ça, honnêtement, c'est bien. C'est bien, c'est-à-dire 1,5 million d'exemplaires.